peux les attraper? Est-ce que je les attends avec mon fusil et puis bam? Ou est-ce que je mets du piégeage? Passer au-dessus. Je sais pas si c'est clair pour vous, globalement. Donc, il faut bien comprendre que sur une lunette de tir, c'est pas comme dans Call of Duty, c'est pas ma lunette, elle est réglée pour 100 mètres et derrière, je peux tirer à 300. Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les points capitaux sur lesquels travailler, sinon ça va pas être bon dans votre préparation. Le premier point, et je le vois, beaucoup de survivalistes me le disent, moi je connais rien dans ce milieu-là. Je suis pas du tout calé, je suis pas du tout prêt, et je suis, voilà, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Pourtant le reste, la plupart le maîtrisent. C'est le piégeage humain, la protection du domicile. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger des mecs qui veulent nous voler, nous cambrioler, nous violer, nous séquestrer, voilà. Ah oui, c'est dur. C'est dur à dire, dur à entendre, pas politiquement correct. C'est ce qui se passe tous les jours. Voilà. En temps de paix, imaginez maintenant en temps de guerre, quand les gens sont complètement fous et qu'il y aura encore moins d'État. Déjà que l'État est un peu laxiste sur pas mal de trucs. Là, il n'y en aura même plus. Donc imaginez un petit peu les énergumènes qui vont commencer à apparaître et commencer à faire tout un tas de conneries. Si vous n'êtes pas protégé, que votre maison n'est pas piégée, et ben là, ça va être compliqué pour vous. Ça, c'est la première chose. La plupart des gens ne maîtrisent pas. Dans la description de la vidéo, vous avez la vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. C'est le premier lien. Allez regarder ça, ce sera un peu plus clair pour vous, si jamais vous ne l'avez pas vu. La deuxième chose, ça va être l'armement. La maîtrise des armes à feu. Là, vous ne le voyez pas, il est hors champ. Je commence à le mettre de plus en plus hors champ. Petit à petit, on le voit de moins en moins, le fusil. C'est vrai. Hop. Par contre, on voit l'arc et on voit l'arbalète ici. Ce fusil-là, il est réglé à 100 mètres. Maintenant, il est réglé à 100 mètres. Je veux taper ça à 70 mètres. 60 mètres. 70-60 mètres. Est-ce que selon vous, ça va faire but? Réfléchissez. Bah non. Parce qu'un réglage à 60... Oh là, c'est de la vente de long rifle en plus. Je ne l'ai pas dit, mais moi je tire à 100 mètres avec ça. Là, ils vont dire, c'est pas possible. Les forums, là, c'est pas possible. Vous êtes nuls. Moi, je tire de précision. Vous êtes nuls. C'est possible. Ça, si ma lunette, elle est réglée à 100 mètres et que j'essaie de taper ça à 60 mètres, ça fera pas but. Pourquoi? C'est simple. Vous voyez, mon canon, il est comme ça. Ma lunette, elle est réglée ici à 100 mètres. D'accord? Il y a un réglage qui est fait maintenant à 60 mètres. Là, c'est 100 mètres. 60 mètres, la distance est beaucoup plus courte. D'accord? Et pour tirer à 100 mètres, forcément, ma lunette est réglée de façon à ce que mon canon prenne une petite contre-visée comme ça. Donc si jamais je veux tirer beaucoup plus proche, ici, vous voyez que ça va passer au-dessus. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, globalement. Donc, il faut bien comprendre que sur une lunette de tir, c'est pas comme dans Call of Duty, c'est pas ma lunette, elle est réglée pour 100 mètres et derrière je peux tirer à 300, 1000, je peux tirer sur un hélicoptère en plus dans le ciel, ça c'est pareil. Quand on tire dans le ciel, c'est pas pareil. Je peux pas tirer sur un hélicoptère à 600 mètres comme ça. À l'armée, on avait le FRF2 avant. Le FRF2, ce qui était bien, c'est qu'on avait les graduations pour tirer à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Pourquoi? Parce que le fusil était réglé à 200 mètres. On réglait le fusil à 200 mètres. On devait faire un groupement où le groupement il devait être parfait. C'est-à-dire vous n'avez pas genre un écart de 4 cm. Ça commençait à faire beaucoup. Il fallait vraiment que les impacts rentrent les trois dans le même trou, quasiment. C'est pour vous dire un peu. Comme ça on était sûr que c'était bien réglé. C'était pas évident pour tout le monde. Donc, le fusil est réglé à 200 mètres. Par contre, on a les graduations 300, 400, 500, 600, 700, 800. Pourquoi? Parce que le fusil il est réglé à 200 mètres. Là, dans mon optique, je vais voir, ok, ma cible elle est à 400 mètres. Donc forcément, le canon, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, il va légèrement monter comme ça. C'est très léger, ça ne se voit même pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas. Mais la lunette, elle sert à ça. C'est tellement petit, c'est tellement infime, vous ne le verrez pas. Sauf si vous commencez à passer à 800, là vous allez voir que le canon, ça fait ça, et après ça commence à faire ça. Bref, vous avez compris. Ça, il faut maîtriser. Il faut maîtriser le réglage de sa lunette en temps de cacahuète, peu importe. Là, vous voyez l'arbalète ici, il n'y a pas d'optique de visée du tout. Comment est-ce que je fais pour viser avec? J'ai pris mes marques, j'ai pris mes repères. Comme ça, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai plus de viseur, rien. Je peux quand même tirer.
Ça, il faut maîtriser à la perfection. C'est pour ça, quand je vous dis l'armement, n'achetez pas 10 000 trucs. Parce que si jamais un jour vous avez un problème avec votre super fusil à lunettes, que vous ne maîtrisez pas à la perfection la lunette, derrière, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir rebondir. Pareil pour un M-point, hein. Les viseurs point rouge, c'est un peu plus simple. Mais il faut maîtriser à la perfection son armement. Et une fois qu'on est bon, là, on peut passer sur, pourquoi pas, une deuxième arme, que je recommanderais de point, d'ailleurs. Le troisième point, ça va être tout ce qui est alimentation, je le répète dans toutes les vidéos, mais savoir filtrer l'eau, savoir bouffer. Et il y a un point suivant qui va être un petit peu plus détaillé et relié par rapport à celui-ci. On y reviendra après. Voilà, vous devez pouvoir filtrer de l'eau. Ça, c'est important, c'est la clé, c'est impératif. Vous devez pouvoir vous hydrater n'importe quand. Donc ça passe par récolter de l'eau. Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Ou comment est-ce qu'on reconnaît une zone où... Bon, on est en France, hein, donc... Normalement, on n'est pas à la quête d'une oasis, il y a de l'eau partout dans les sols. Mais comment est-ce qu'ensuite je fais pour la filtrer? Comment est-ce que je fais pour la consommer? Comment est-ce que je fais pour la conserver? Ça, c'est pareil. C'est plusieurs composantes. Il n'y a pas que le filtrage. Vous avez compris. Ça, c'est important. Et après, l'alimentation, je vais revenir un petit peu après. On a le bivouac. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur confort de là où on vit? Parce que si vous êtes dans un trou à rats et que vous devez rester pendant 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, ça va vite vous faire chier. Comment est-ce que je fais pour augmenter un peu le confort? Que ce soit un espace pour cuisiner, que ce soit un matelas improvisé, toutes ces choses-là, un truc pour laver le linge, pour sécher le linge. Vous voyez, il faut à force améliorer son confort. Ça, on le fait quand on commence à s'implanter sur une zone. Okay, qu'on arrête d'être nomade et plutôt sédentaire. Il y a des personnes qui seront toujours nomades, pour eux ça servira à rien. Mais pour les personnes qui sont sédentaires, qui aiment rester à un endroit, petit à petit il va falloir faire preuve de créativité et améliorer le confort de sa zone. C'est pour ça, la créativité, je vous l'ai dit dans une vidéo normalement que vous avez dû voir, c'est très très important comme compétence. Faites parler le cerveau. Avant-dernier point, je reviens sur l'alimentation, ce qui va être cueillette, chasse, pistage. Ça, excellent. Si vous êtes bon là-dedans, je peux vous dire que vous n'aurez pas trop de soucis. Là, par exemple, en ce moment, on arrive bientôt sur la période pour manger les ronces. Et oui, les ronces. Qui savait qu'on pouvait manger les ronces? Eh bien, on peut manger les ronces. Voyez? Donc, on enlève les petites épines, on mange les nouvelles pousses. Voilà, les nouvelles pousses, les extrémités. Et puis là, on est pas mal. Ça se mange. Vérifiez avant. Comme je vous ai dit, on commande par l'exemple. Là, je suis pas en train de bouffer une ronce, donc ne commencez pas à manger une ronce sans m'avoir vu la manger. Mais en tout cas, oui, c'est comestible. Si vous voulez creuser, vous allez chercher sur Internet comment est-ce qu'on fait. Là, c'est la période pour les ronces. Les fraises, les mirabelles aussi, ça commence à arriver. Donc les plantes, ensuite pister. Pister, c'est intéressant. Pourquoi? Savoir où les sangliers, ils se cachent. Ça, c'est important. Où les sangliers, ils se cachent. Comment on peut les attraper? Est-ce que je les attends avec mon fusil et puis bam? Ou est-ce que je mets du piégeage animal plutôt passif? Bon, là on va pas mettre un collet pour un sanglier, ça va être... c'est un gros bébé quand même, hein, le sanglier. Piégeage, pistage. Pistage, ok, je sais que là il y a des bestioles dans la zone, ça veut dire qu'il y a un point d'eau, ça veut dire que là ils sont bien, bah ils doivent pas être les seuls, donc il doit y avoir d'autres bêtes ici. Voilà, tout ça, c'est important. Faites parler un petit peu la créativité. D'ailleurs, là, j'étais allé en forêt la dernière fois. À 5 mètres, il y avait une biche, quoi. Là, à 5 mètres hein, de distance. Elle m'avait pas entendu. Je sais pas comment elle a fait, ou peut-être que j'ai fait un mouvement brusque qui lui a fait peur. En tout cas, elle était bien camouflée. Vous savez, là, en ce moment, c'est la saison des feuilles un peu brunes. Bah, elle était complètement bien cachée. Bref, voilà pour ça. Et ensuite, on a tout ce qui est les gestes de premier secours. Gestes de premier secours, important. Un garrot. Dans quelles conditions est-ce que je pose un garrot? Est-ce que je pose un garrot direct avant d'avoir fait un pansement compressif israélien? Est-ce que j'ai fait une compression locale avant et que ça n'a pas marché? Vous voyez, il y a plein de choses à savoir. Ensuite, une fois que le mec il s'est vidé de son sang, bah, qu'est-ce que je fais qui est important? Je l'isole du sol, je lui mets une petite couverture pour que le mec il soit pas en hypothermie, qu'il n'ait pas les lèvres bleues et que ça commence à ressembler à un zombie. Ok? Vous avez vu? Il faut être expert sur plein de domaines. Et c'est pour ça que c'est une préparation continue. Et pas seulement sur le matériel. C'est pas celui qui collectionnera le plus d'arcs à poulies, le plus de fusils de chasse et le plus de munitions. Okay, c'est surtout celui qui va collecter le plus là-dedans, dans le cerveau. Très important.
Donc là, ce que vous allez faire, vous allez regarder déjà la première vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. Parce que si jamais il vous arrive une galère, une couille, vous n'aurez même pas le temps de maîtriser les autres compétences. Donc en premier, on assure sa sécurité, très important, et celle des personnes qui nous accompagnent. Et surtout, on sécurise la préparation qu'on a déjà mis en place jusqu'à présent. Très important. Sinon, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, vous ferez 3 pas en avant, 9 pas en arrière. Autant vous dire que ça va être compliqué. Je vous laisse là-dessus. Vidéo dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.